Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Inès Matsika, podcasteuse et journaliste à la tête de son propre média, The Fashion Stories. J'ai rencontré Inès quelques jours seulement après la parution du nouveau Vogue France, qui affiche fièrement en une Aya Nakamura, une femme noire, populaire, puissante, qui casse les codes de ce magazine. Alors avec Inès, nous avons essayé d'analyser ce choix éditorial. Nous avons aussi parlé de la place des corps noirs dans la mode et de la place accordée à la création africaine. Car Inès cherche, à travers son média, à mieux raconter les modes africaines. Et le pluriel a toute son importance, vous l'entendrez dans cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Inès. Bonjour Chloé. Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet épisode. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors pour cette première question, je voulais qu'on parle un petit peu de toi parce que donc tu as un podcast qui s'appelle Dans le rétro de la mode et qui fouille dans les racines de celles et ceux qui font la mode. Ça c'est le pitch du podcast. Et donc je me demandais quel est ton propre héritage mode. Comment ton héritage a façonné ton goût pour la mode, les vêtements ? Alors, pour mon goût pour la mode, il vient vraiment de mon environnement familial. Je suis la dernière d'une grande fratrie. On était 10. Malheureusement, on a perdu une de nos sœurs. Donc, c'était une fratrie avec 6 filles, 4 garçons. Donc, désormais, on est 5 filles. Et donc, moi, je suis la dernière. Je ferme la marche de cette grande fratrie. Et j'ai des sœurs qui sont toutes très intéressantes, très belles à leur manière et qui avaient une féminité très assumée. Donc moi, petite fille, je les ai énormément regardées, observées, et notamment une de mes sœurs qui s'appelle Aline et qui était mannequin, qui a eu une carrière de mannequin à un moment donné quand j'étais justement assez gamine, et ça me fascinait forcément. Et elle était très très grande consommatrice de magazines féminins, de magazines de mode, et donc ça a traîné partout. Et moi, je passais mon temps en fait à regarder, à feuilleter. Et j'ai été assez vite fascinée en fait par ça. Alors non pas par la mode en soi au départ, c'est vraiment l'image qui m'a intéressée. C'était vraiment les prises de vue. Je passais énormément de temps à regarder les séries mode. Et il a fallu un moment avant que je regarde vraiment le vêtement. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était de voir l'ambiance, c'était de voir les histoires qui étaient racontées à travers l'image. C'était vraiment la construction de ces séries mode. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à regarder ce que portaient les mannequins et à me faire finalement une culture de mode comme ça, sans le savoir, sans comprendre ce qui se passait. Mais mon œil s'est forgé et mon goût pour la mode est vraiment venu de ça, de la photo. Ok, donc ça s'est affiné progressivement. Et comment, je sais pas si tu parlais de mode, par exemple, avec ta sœur qui était mannequin, ou comment tu parlais des vêtements chez toi, ou de cet univers-là? On n'en parlait pas vraiment. C'était quelque chose de très présent finalement. Donc on n'avait pas besoin de décortiquer ni d'analyser. C'était là. Il y avait une espèce de féminité assez joyeuse, très assumée. Et donc, du coup, mes sœurs m'ont transmis ça, mais ma mère aussi. Alors, c'était une personne aussi extrêmement féminine quand elle en avait le temps, parce que c'était une infirmière qui a donc élevé 9 enfants, qui travaillait non-stop le jour, qui faisait des gardes la nuit. Elle était vraiment au turbin. Et par contre, quand elle était au repos et qu'elle avait des sorties ou qu'on devait recevoir, on recevait énormément à la maison. Elle passait un temps fou à se préparer et moi, je l'observais. Et avec mes sœurs, on avait cette habitude de l'aider à se préparer, à chercher ses bijoux, à démêler les chaînes, à cirer les chaussures. Enfin, et donc, il y avait toute cette espèce de rituel qui, je pense, m'a aussi beaucoup apporté, m'a appris ce qu'était la féminité. Donc, c'est vraiment en observant plus qu'en parlant. Parce que c'était très présent et surtout, c'était joyeux. Ouais, c'est hyper intéressant.
Et aujourd'hui, quel est ton rapport à la mode, aux vêtements et comment ce rapport a évolué au fil du temps? J'ai eu un rapport à la mode et surtout aux vêtements, parce que je préfère parler du vêtement. J'ai un rapport aux vêtements qui était assez lié finalement à ce que je vivais, à ce que j'aimais. Très tôt, j'ai beaucoup écouté de musique. Je suis une passionnée de musique. Et j'écoutais différents styles de musique quand j'étais plus jeune. Et je pense qu'à un moment, le vêtement n'était qu'une espèce de façon d'exprimer les tribus auxquelles j'appartenais, les tribus musicales. Et j'appartenais à plein de tribus musicales. J'ai énormément écouté de rock alternatif dans ma jeunesse, énormément écouté de hip-hop, énormément écouté de reggae, de soul musique aussi. Donc, finalement, mes vêtements, en fait, ils transparaissaient tout ça, ils les exprimaient tout ça, tous mes goûts musicaux et mon appartenance à ces tribus, et donc du coup, c'était une espèce de gros mélange de tout ça. Et j'ai eu aussi une culture du vintage qui s'est installée très forte je pense que dès l'adolescence, à peu près, on va dire ça, j'ai commencé à énormément chiner. J'allais beaucoup aux puces, beaucoup dans des friperies comme Guérissol et tout ça. Et voilà, la culture de la Chine s'est installée très tôt. Et je m'amusais, en fait, à construire des looks et à trouver des silhouettes assez singulières, parce que c'est ce qui m'intéressait, en fait. C'était d'aller chercher ma voix, ma personnalité à travers le vêtement. Ouais, de te démarquer un petit peu, quoi. D'accord. Et comment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'émergence de cette mode responsable, durable, éthique, alors qu'il y a beaucoup de mots, il n'y a pas vraiment de définition très scientifique, très objective à ça. Mais comment toi tu perçois cette mode plus consciente, plus raisonnée, plus responsable ? Je la perçois comme essentielle, en fait. Et j'espère surtout que dans quelques années, il y aura justement plus de qualificatifs. On appellera ça la mode tout court, parce que ça sera rentré dans les normes, en fait, et que ça sera la seule et unique façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a tellement plus le choix, et il faut aller vers une mode évidemment plus raisonnée, plus vertueuse. Et il faut qu'on sorte du mot et être davantage dans le geste. Et c'est vrai que ces dernières années qui viennent de s'écouler, elles nous imposent d'avancer encore plus vite, encore plus loin. On sait qu'il y a une urgence, il faut y répondre. Et évidemment, on sait très bien que c'est une industrie extrêmement polluante. Donc elle a sa responsabilité, elle doit la prendre. Ça va du plus petit créateur, évidemment, aux grands groupes industriels qui sont, eux, forcément les plus décisionnaires. Et si eux prennent les bonnes décisions, le reste suivra. Bien sûr, et puis l'impact sera encore plus grand puisqu'ils produisent à plus grande échelle. Donc, évidemment, le changement sera plus conséquent. Et toi, à quel moment tu dirais que tu as pris conscience des enjeux liés à l'industrie textile? Alors, les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux sociaux, les enjeux de diversité, d'inclusion. Enfin, quand je dis social, c'est vraiment tout ça. Donc, quand est-ce que tu as pris conscience un peu de toutes ces problématiques? Pour la partie environnementale, je dirais il y a une dizaine d'années, mais de manière personnelle, en devenant maman, en fait. Tout simplement, je pense que c'est un moment où forcément, en tant que consommateur, on se pose davantage de questions. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va finalement mettre en contact avec l'enfant qui vient de naître, l'enfant qui va grandir? On fait des choix beaucoup plus raisonnés parce qu'on veut protéger l'être. Donc forcément, on a une réflexion qu'on n'avait pas forcément peut-être avant, ou en tous les cas, elle n'était pas forcément aussi poussée. Et ça nous demande tout simplement de revoir un petit peu la manière dont on consomme. Donc je pense que ma réflexion, ma prise de conscience, de manière un peu plus élaborée sur ces questions-là, elle est arrivée en devenant mère, tout simplement. Et ensuite, effectivement, en travaillant dans ce secteur, je travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que ce cycle infernal de production, ces matières qui sont utilisées, qui font tellement de mal à l'environnement, on n'a qu'une envie, c'est de s'en détacher et de prôner autre chose. Voilà. Ok, donc ça a été progressif depuis une dizaine d'années. Finalement, tu as pris conscience un peu étape par étape de tous les enjeux qu'il y avait autour de cette industrie, quoi. Ouais, absolument. Et ça a un impact sur le plan professionnel, ça a un impact sur le plan personnel. Et c'est vrai que forcément, notre rapport aux vêtements change. Mon rapport aux vêtements a aussi beaucoup changé. Je suis dans une phase complètement décroissante, mais comme tous, et j'espère que ça sera encore plus le cas, où on se rend bien compte qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 jeans dans son placard, qu'on est très heureux finalement avec peu de choses. Après, moi, c'est une réflexion de toutes les manières qui m'a été aussi apportée, pas mon environnement familial, parce qu'on est dans ce rapport
rapport-là, on est dans un rapport beaucoup plus de l'être que de l'avoir. Et c'est quelque chose qui m'a été transmis vraiment tôt, en fait. J'ai des parents qui ont cette philosophie. Ouais, c'est chouette. Donc, tu l'as dit, ça fait longtemps que tu travailles dans le milieu de la mode. En fait, tu es journaliste mode et tu as créé ton propre média plutôt que de travailler ou de continuer ta carrière dans les magazines déjà existants, plus traditionnels. Je me demandais pourquoi cette décision, pourquoi tu as décidé de quitter un peu la presse mode pour créer ton propre espace à toi. Peut-être parce que mon rapport justement à la mode a évolué, parce que donc j'ai été longtemps journaliste mode pour la presse papier ou pour le web. Mais c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, j'ai changé mon rapport à la mode et je me sentais plus satisfaite ni épanouie dans la manière de travailler en fait dans ce secteur-là. Et j'ai voulu aborder la mode de manière complètement différente. Et il y a eu donc une espèce de coupure, de rupture, qui a été déclenchée par la lecture notamment d'un article dans Le Monde qui parlait des archives de la mode. Et le fait que les marques se dotaient de plus en plus de départements dédiés aux archives et qu'elles avaient compris qu'elles avaient un patrimoine en fait à valoriser. Et en fait, cette question m'avait complètement passionnée sur le moment et je me suis dit mais c'est comme ça en fait que j'ai envie désormais de parler de mode, de parler davantage de l'héritage de mode et de m'intéresser davantage à ça, à cette question-là et comment est-ce qu'on la valorise. Et donc j'ai fait une formation à l'INA sur justement comment est-ce qu'on valorise les archives en me disant que plus tard j'allais travailler effectivement désormais en tant que rédactrice avec des marques qui avaient une histoire et un savoir-faire en fait à valoriser. Et durant cette formation, l'idée du site, de la plateforme m'est venue. Et quand j'ai fini ma formation et que j'ai commencé à travailler en tant que rédactrice, en tant que consultante sur justement les questions patrimoniales pour des marques et des institutions, j'ai lancé en parallèle mon site, donc The Fashion Stories. Et l'idée, c'était effectivement de s'éloigner en fait de l'objet, du produit, parce que quand on parle de mode, on pense objet, on pense tendance, on pense célébrité, mais finalement, ce que j'avais envie de montrer, c'était plutôt l'univers beaucoup plus vaste de la mode et d'aborder la mode via la personne, via les créateurs, parce que la mode, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement créatif, c'est un art à part entière, et j'avais envie d'interroger le processus créatif, en fait, et donc d'aborder la mode via les personnes qui la font. Et aussi aborder la mode comme un fait culturel. On parle beaucoup de culture de mode sur le site. Ok. Et je me demandais aussi, est-ce que quand on grandit, enfin quand on est une femme noire journaliste mode en France, est-ce qu'on arrive vraiment à trouver sa place aujourd'hui dans les rédactions ? Ah, ça a été aussi un grand sujet. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui m'a, à un moment, demandé ou qui a entraîné une rupture dans mon parcours. Alors, il s'agit vraiment pas de jouer les victimes. Hein. J'ai aussi, je pense, ma part de responsabilité parce que je suis pas une personne qui aime particulièrement réseauter. Et on sait que dans ces milieux-là, le réseau, il est incontournable si on veut gravir les échelons, si on veut entrer dans les grosses rédactions. Et c'est vrai que c'est ce jeu-là, j'ai choisi peut-être à tort, quelqu'un me le dira ou pas, l'histoire le dira ou pas, mais ça fait pas partie effectivement de ma façon d'être et j'ai un peu du mal à envisager les gens comme juste l'opportunité qu'ils pourraient me réserver. Donc c'est vrai que cette question-là du réseau, je l'ai pas travaillée et surtout c'est vrai que quand je me suis lancée dans le journalisme, quand j'ai débuté, et on était très peu de noirs, ça c'est certain, il y avait très peu de journalistes noirs, donc trouver sa place dans des rédactions, c'est sûr que ce n'était pas si aisé que ça. On pouvait se compter sur le nombre d'une main quand on est arrivé à une présentation presse ou autre. Donc oui, bien sûr que c'était beaucoup plus difficile parce que on était très peu nombreux et qu'il n'y avait pas encore cette ouverture comme on peut la vivre aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et puis j'imagine que même dans les pages des magazines et tout, il y avait un gros problème de diversité aussi. Donc c'est difficile de se projeter dans un univers finalement qui nous correspond pas, où on se retrouve pas, on n'a pas de modèle, on n'a pas tout ça, quoi. Alors ça, je trouve que c'est plus difficile en termes de construction de personnalité, parce qu'effectivement, moi, j'ai grandi dans les années 80, à une époque où c'est vrai que les personnes noires ou les personnes issues de la diversité étaient quasi invisibles, ou quand elles étaient représentées de manière complètement stéréotypée, exotisée le plus souvent. Donc c'est sûr que c'est pas du tout une presse dans laquelle j'ai pu me reconnaître, et il a fallu aller chercher ailleurs, vraiment ailleurs, les figures, les modèles sur lesquels s'appuyer
s'appuyer pour pouvoir se construire. Donc, et là, je reste soft parce qu'il peut aussi y avoir une part de violence dans la représentation. Comme je disais, dans les années 80, il y avait des programmes, je me rappelle, télévisuels qui étaient quand même vraiment affligeants. Il y avait notamment ce dessin animé qui s'appelait La Noiraude au téléphone et qui passait largement, c'était largement diffusé, largement suivi et qui dépeignait les gens noirs comme des gens feignants, comme des gens très peu cultivés, et c'était censé faire rire. Il y avait aussi il y avait ce programme de le Colaro Show, je crois que ça s'appelait, où on voyait un homme noir assez gros qui tapait sur un tambour et qui avait un os au milieu du nez et qui représentait le bon sauvage. Donc on a quand même grandi avec ces images-là qui étaient censées faire rire, avec ces programmes qui passaient à la télévision, sur le service public ou d'autres chaînes privées, mais qui étaient censés représenter la norme des choses acceptables, alors que c'était tout sauf acceptable, et c'était d'une violence rare en fait, et ça banalisait évidemment le racisme. Ouais. Donc, quand on grandit dans un environnement comme ça, médiatique, c'est extrêmement difficile et problématique. Et il faut, une fois de plus, comme je le disais, une force assez dingue pour devenir un individu serein, équilibré. Et moi, c'est vrai que j'ai pu m'appuyer sur un environnement familial extrêmement fort aussi, parce que j'ai des parents qui sont arrivés en France, par exemple, voilà, du fait de l'exil. C'était pas un choix d'être en France. C'était. Oui, tu es d'origine congolaise. Ouais, je suis d'origine congolaise. Je me rappelle. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais mes parents sont arrivés du fait de l'exil. Ce sont des exilés politiques. Mon père était un homme politique, a été en charge ministérielle plusieurs fois et qui arrive en France à la suite d'un coup d'État. Et donc, voilà, j'étais élevée par des gens qui avaient une vraie conscience politique, vraie conscience de qui ils étaient, une vraie fierté. Et ils ont vraiment transmis cette fierté-là à tous leurs enfants. Et il ne s'agissait pas seulement de dire, vous soyez noirs, vous êtes fiers de l'être. Et c'était surtout, vous êtes des humains et soyez fiers de qui vous êtes en tant que personne. Voyez-vous d'abord comme des personnes avant d'être qualifiées de telle ou telle manière. Les personnes qui ont besoin de vous qualifier, finalement, ça les concerne. Vous, voyez-vous tel que vous êtes. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes hommes, vous êtes femmes, vous êtes certes noirs, mais vous n'êtes pas que cela. Vous avez une identité plurielle. Et sachez, en fait, la soigner, sachez vraiment en prendre soin et vous définir de cette manière-là. Ok. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir grandi dans un environnement où tes parents ont pu pas te préserver, mais au moins contrebalancer un peu la violence que tu pouvais voir dans les médias. Mais aujourd'hui, il y a quand même, ok, il y a plus de diversité dans les pages des magazines, on représente un petit peu mieux, mais en tout cas dans les rédactions, c'est encore, il y a encore très très peu de diversité, quoi. De journalistes, de personnes racisées, il y en a très peu, quoi. Oui, il y a très peu effectivement encore de personnes issues de la diversité. J'ai un peu du mal avec le terme racisé. Okay. Je suis désolée. Non, mais c'est quelque chose que je n'utilise pas. Je peux comprendre que certaines personnes l'utilisent, voire le revendiquent. Une fois de plus, utiliser pour moi ce terme, c'est se définir de la façon dont on est censé être perçu. Donc je pars déjà d'un postulat qui est qu'une personne me voit comme une personne issue d'une race différente de la sienne. C'est très courant, c'est pas toujours le cas. Et une fois de plus, surtout, je refuse de me définir tel que l'autre pourrait me voir. Donc, ce terme racisé me pose quand même beaucoup de problèmes. Donc, les personnes, effectivement, issues de la diversité sont effectivement encore très rares dans les médias. Et on est en France. On est dans un pays qui bouge extrêmement lentement sur ces questions. Alors, on peut se gloser de voir davantage, effectivement, de personnes issues de la diversité, voilà, en couverture de grands magazines ou à la télé, dans des publicités, sur les affiches publicitaires. Maintenant, c'est un fait. Il a quand même fallu la mort d'un homme, je rappelle celle de George Floyd, il y a plus d'1 an et demi désormais, pour qu'il y ait ce mouvement de contestation internationale pour dire stop, ça suffit, contre ces violences policières à l'encontre des personnes noires ou issues de la diversité. Mais la question la plus globale qui sous-tendait, c'était surtout de dire mais quelle place est-ce qu'on réserve à ces personnes noires ou issues de la diversité dans nos sociétés, et notamment dans des sociétés qui ont un passé colonial? La question, elle est là. Donc,
ce qu'on est en train de voir, cette espèce de représentation qui bouge, notamment dans les médias, dans les différents canaux médiatiques, c'est une très bonne chose et je suis heureuse de voir ça. C'est enfin plaisant de voir davantage de représentation, enfin une représentation qui parle plus de la France telle qu'on la connaît, cette France plurielle, cette France multi-ethnique, et c'est heureux de voir ça aujourd'hui. Mais la question, c'est effectivement d'aller encore plus loin désormais, c'est d'arriver à ce que on fasse s'asseoir autour de la table du pouvoir des personnes qui représentent toutes les composantes de la France. Et quand on arrivera à ce point-là, là, effectivement, on pourra s'asseoir et s'apaiser et être tranquille. Mais on a un énorme travail à faire. Alors, on parle des médias parce que c'est notre secteur et que, voilà, moi, je suis journaliste. Donc, effectivement, les médias ont un véritable travail. Il y a énormément de choses à faire. Et une fois de plus, on est en France et on va beaucoup plus lentement parce qu'on a du mal à avoir ces questions-là en face. On a du mal à se poser ces questions qui sont cruciales, de savoir comment est-ce qu'on vit avec toutes les composantes de notre société. Et en fait, pour que ça bouge, il faut tout simplement reconnaître cette pluralité. Il faut la reconnaître, il faut la respecter, il faut la valoriser. Et ça part aussi, pour moi, c'est quelque chose qui m'est essentiel et auquel je tiens énormément, pour qu'on arrive à cette représentation, à ces compositions plurielles dans toutes les strates de la société. Ça passe par une reconnaissance de notre histoire commune, en fait. Le point de départ, pour moi, il est là. Si on n'a pas ça, on va continuer à avancer en boitant, en étant toujours déséquilibré. Et je pense qu'on aura du mal à atteindre ce but-là, qui est d'avoir une représentation juste de notre société et égalitaire. Mais ça passe par l'histoire, qu'on sache notre histoire, l'histoire commune, qu'on soit capable désormais de parler sans complexe de ces passés qui ont été très douloureux, de ce passé colonial, de ce passé esclavagiste que la France a, pour que l'ensemble de la population soit en capacité de comprendre comment ce pays s'est construit et qu'ils comprennent davantage, pour le coup, pourquoi il est composé de cette manière-là aujourd'hui, parce que tout est lié. On a un problème de mémoire en France, il faut vraiment s'y atteler, et pour qu'on retrouve un apaisement, il faut juste qu'on sache qui on est, et qu'on sache et qu'on comprenne comment cette France plurielle s'est construite. Sans ça, ça va être très compliqué. Et justement, il y a sur la table basse en face de nous, il y a le Vogue. Ça faisait partie d'une de mes questions. Le Vogue Paris qui vient d'être baptisé Vogue France. Et c'est la chanteuse Aya Nakamura qui fait la couverture de ce premier numéro de cette nouvelle ère. Je sais pas comment on peut vraiment l'appeler, mais voilà, c'est elle qui est en couverture. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Vogue ? Alors, je mets des guillemets, mais... c'est une avancée dans le sens où c'est une chanteuse qui représente quand même la culture populaire. Donc pour un magazine qui est haut de gamme, qu'est-ce que certains pourront dire élitiste, c'est franchement nouveau, c'est novateur. Donc ça peut qu'être salué, à mon avis. Après, c'est une femme noire aussi. Donc, je connais pas le nombre de couvertures de Vogue qui ont été dédiées à des femmes noires autres que des mannequins. Mais je crois qu'il ne doit pas y en avoir des masses. Je pense pas, non. Donc, en soi, c'est aussi quelque chose de très novateur. Et elle parle aussi d'une rupture en termes de... Donc, il y a plusieurs ruptures au final. Il y a une rupture sociale parce que c'est une fille qui vient de la banlieue, qui revendique cet héritage-là. Donc, pour un magazine très esthétisant et très haut de gamme pour Vogue, il y a là une rupture. Il y a une rupture aussi au niveau, effectivement, de cette culture populaire qu'elle représente, et puis une rupture en termes de normes identitaires et de normes esthétiques qu'un magazine comme le Vogue véhiculait jusqu'alors. Là, on met en avant... en couverture, une femme noire. Ouais. Et il y a ce Vogue Paris qui se transforme en Vogue France pour plus d'inclusivité, peut-être. Je ne sais pas ce que tu penses de ce changement de nom, un petit peu. Oui, je pense que c'est pour parler, une fois de plus, à la France entière et pas simplement à un microcosme ou pour simplement tout le temps véhiculer cette image de la Parisienne dont on nous a beaucoup rabâché les oreilles. C'est même pas des Parisiennes, mais de la Parisienne. Donc, effectivement, je pense que là, l'idée aussi, c'est d'ouvrir un petit peu plus les portes, plus largement, et de s'intéresser à toutes les femmes de France. Et pas qu'à
une certaine représentation. Ouais, bien sûr. Donc plutôt intéressant, plutôt positif. C'est plutôt intéressant et une fois de plus, je pense il va falloir tout simplement patienter parce que c'est le très beau premier. geste. Ouais, voilà, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Exactement. On va voir ce que ça va donner. On espère que ça annonce d'autres numéros dans cet esprit. Après, il faut pas non plus, je pense, oublier que c'est un magazine qui a une stratégie aussi commerciale et qui comprend qu'une femme comme Aya Nakamura, qui est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux, qui a une base de fans assez incroyable, elle va entraîner un nouveau lectorat, elle va entraîner de nouveaux consommateurs également aussi pour les marques qui annoncent à l'intérieur de ce magazine. Le choix d'Aya Nakamura, il est tout sauf anodin. Donc elle représente aussi une force commerciale. Donc ça, faut pas l'oublier. Bien sûr, c'est clair, c'est évident. Et de façon plus générale, quels seraient les défis des magazines de mode aujourd'hui pour mieux raconter notre époque ? Je pense que leurs défis doivent correspondre aux défis qui traversent la société. Et on est dans un moment de grande déconstruction en fait des normes sociétales, des normes de genre, des normes sexuelles. On a envie de déconstruire en fait tous ces stéréotypes ou ces choses très limitantes dans lesquelles on a pu être enfermé pour arriver vers une société davantage égalitaire. Et donc les magazines, mais pas que les magazines féminins ou de mode, mais je pense là, les médias de manière générale doivent refléter au mieux ce mouvement-là qui est de fond, qui est porté par une génération que je trouve assez éblouissante aussi, parce qu'elle est très exigeante et qu'elle a envie que notre société bouge vite, qu'elle se réforme vite. Et il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et on a un peu parfois tendance dans ce pays malheureusement à aller lentement, alors que là il y a vraiment urgence à la déconstruction pour que chacun puisse se sentir à l'aise, chacun puisse se sentir en capacité de réussir et de prendre sa place pleinement en fait dans cette société française. Ouais, bien sûr. Dans ton podcast et donc sur ton site internet The Fashion Stories, tu mets en avant les jeunes créatrices et jeunes créateurs. C'est ce que tu disais. C'est aussi l'objectif de les raconter elles et de les raconter eux. Il y a aussi des papiers un peu plus engagés avec des activistes. Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté de raconter différemment ou en tout cas de mieux raconter la création issue du continent africain. Tu vas me dire si je me trompe et peut-être nous expliquer pourquoi il y a cette volonté si c'est le cas. Non, tu ne te trompes vraiment pas. C'est vrai qu'il y a cette volonté sur la plateforme de mettre en lumière les créateurs africains et je mets en avant notamment des créateurs qui proposent une nouvelle narration de la mode africaine, de la créativité africaine et qui dépoussière un petit peu cette image qui a trop longtemps collé aux créateurs africains. C'est vrai que la mode africaine avait une image très folklorique et ces créateurs-là, en fait, l'ancrent dans davantage de modernité tout en s'appuyant sur leur héritage. Donc, ils ne renient rien de ce qu'ils sont. Ils n'essaient pas de se complaire à une norme occidentale. Au contraire, ils valorisent leur identité, mais ils l'ancrent dans une grande modernité et de ce fait, ils parlent à tout le monde. Et ils fabriquent aussi ces créateurs que je mets en avant. Donc, une imagerie qui est vraiment très esthétisante et qui est là pour casser tous les stéréotypes qui ont pu être construits sur la mode africaine ou sur le corps noir, la façon de représenter le corps noir. Donc justement, j'essaie de mettre en avant sur la plateforme des créateurs qui nous parlent des modes africaines, parce qu'en plus on va pas en parler au singulier, ça serait impossible, mais qui mettent en avant et qui valorisent justement différents types de matériaux, de matières, qui mettent en avant et qui valorisent différents types de savoir-faire. Là encore, il s'agit d'une pluralité en fait que je cherche à montrer et on sort des poncifs, on sort des images qui ont été fabriquées qui collent vraiment beaucoup trop à la peau de la créativité africaine et surtout on l'ancre dans la modernité. Ça, mais c'est je trouve très que important. ça se voit beaucoup sur ton site, on voit cette pluralité de créativité quoi, qui sont hyper différentes les unes des autres, donc c'est hyper intéressant. Merci. Dans un article pour Marie-Claire sur la tresse afro, tu dis « Cette histoire de tressage s'inscrit
s'inscrit dans la revalorisation de l'identité africaine, dans un changement plus global du regard porté sur le corps noir. On ne cherche plus à l'adapter à des normes occidentales, on le valorise tel qu'il existe. Aujourd'hui, on se réapproprie notre identité, on accepte la carnation de notre peau, mais aussi notre nature capillaire. Penses-tu que la mode aussi revalorise l'identité africaine et n'essaie pas de l'adapter à des normes occidentales? Est-ce que tu penses que c'est aussi ce que tu viens de dire sur la tresse, ça s'applique aussi à l'industrie textile, à la mode? Non, la mode, effectivement, pendant longtemps, a eu un concept très particulier du corps noir, soit l'invisibiliser complètement ou le représenter d'une manière très exotique. Donc, on n'était pas dans une démarche de valorisation, on représentait tel qu'on se l'imaginait finalement, et on a un petit peu mis dans une espèce de case le corps noir. Il était représenté d'une manière et assez souvent unique, mais on ne le valorisait pas. Et les choses, effectivement, changent aujourd'hui, et c'est tant mieux. Parce qu'il y a une approche, je pense, beaucoup plus réelle, beaucoup plus plurielle de ce corps noir. Et on va vers cette représentation effectivement beaucoup plus diversifiée en fait aujourd'hui de ce corps noir. Après, ça vient évidemment par des initiatives. On peut dire qu'il y a cet attrait pour la création et la créativité africaine qui peut-être à un moment n'était qu'une espèce de simple tendance, mais aujourd'hui on se rend compte que ces créateurs qui viennent du continent ou qui sont des afrodescendants ont beaucoup de choses à dire et qu'il faut leur laisser la place. Et il y a de multiples initiatives effectivement dans l'industrie de la mode pour les mettre davantage à la lumière en fait tout simplement. Et c'est vrai que les dernières Fashion Week là qui viennent de passer l'ont un peu montré. Je pense à ce qui s'est passé à Milan avec ce défilé des designers italiens sous la houlette de Black Lives Matter. Je pense aussi à Africa Fashion Up qui s'est passé juste avant la Fashion Week en France, qui était une espèce de mise en lumière effectivement des créateurs africains. Il y avait une sélection de créateurs qui ont défilé et dont un qui a reçu un prix, qui va bénéficier par la suite d'un certain mentorat. Il y a aussi, je pense à cet accélérateur de parcours que l'IFM a mis en place avec Birimian, qui accueille une sélection de créateurs africains qui valorisent leur héritage africain, mais de manière très contemporaine. Donc, il y a cet attrait, et ce n'est plus simplement un effet de mode, il y a cet attrait, il y a cet accueil positif de la créativité africaine. Il faut que ça aille encore plus loin, il faut que les initiatives se développent encore plus, mais on sort finalement, et j'espère qu'on ira évidemment encore plus loin, mais on sort de ce regard qui était extrêmement limitant de la créativité africaine. Et donc dans la citation juste avant, tu parles de nature capillaire, de carnation, mais dans le mannequinat par exemple, je pense que c'est encore un vrai problème. En tout cas, la mannequin américaine Ashley Bichue, je suis désolée si j'écorche son nom, mais avait lancé il y a quelques années le mouvement Black Models Matter, justement parce qu'elle reprochait aux défilés, enfin aux marques, de ne pas prévoir de maquillage, de produits coiffants qui étaient adaptés à sa peau, à ses cheveux, et donc je me demandais où est-ce qu'on en était aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'impression en t'écoutant parler qu'on va vers du mieux, mais en tout cas il y a encore une problématique sur ça dans le mannequinat. En tout cas c'est ce que cette mannequin disait quoi. Ouais, bien sûr. Après, les choses vont pas pouvoir se régler en une seconde. Hein. Bien sûr. Je pense que chaque secteur aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie de la mode, mais de manière générale, doit revoir un peu la façon de faire et accepter la diversité. Donc, évidemment, quand on doit parler de cette problématique des mannequins, elles l'ont connue de nombreuses années. Puis il y a même eu des choses encore plus violentes lors des castings. Il y a eu des choses qui ont été révélées. Donc, c'est
c'est toute une industrie qui doit revoir ses pratiques en fait aujourd'hui tout simplement. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans cette phase de déconstruction finalement de ces normes et chacun doit s'emparer de ce moment pour se dire bon, maintenant comment est-ce que je vais aborder ces personnes qui sont différentes de moi, qui ont une autre beauté, comment est-ce que je vais la valoriser, comment est-ce que je ne vais pas essayer tout simplement de la contraindre à une norme occidentale préétablie, mais comment est-ce que je vais la regarder et la valoriser telle qu'elle est. Je pense que c'est une question maintenant qui se pose à tous et dans les différents secteurs en fait de l'industrie de la mode et de la beauté. Ouais, bien sûr. Donc pour toi, on est vraiment dans un changement de fond et pas seulement un changement de surface, quoi. C'est en tous les cas ce que j'espère. Je pense que on vit en tous les cas quelque chose d'assez inédit. Il faut espérer que ce ne soit pas juste que de simples mesures cosmétiques en fait qui sont prises dans les milieux de pouvoir, dans les milieux médiatiques. Et qu'on ne s'arrête pas finalement à la simple image qui est très jolie, où désormais on peut voir un peu de tout et de tout le monde représenté dans une publicité. Il faut vraiment pas qu'on s'arrête à là en fait. Il faut aller plus loin. La véritable avancée, comme je le disais vraiment tout à l'heure, ça sera quand on trouvera à des postes à responsabilité des personnes issues de la diversité, parce qu'elles sont compétentes, et qu'il n'y aura plus ce frein de la couleur de peau ou de la religion, et qu'on saura en fait tout simplement ouvrir largement les portes à tous les publics en fait et à toutes les composantes de la France. Et je pense qu'on est aussi dans un moment où on a tout simplement en fait une génération là qui est extrêmement exigeante et qui est un peu différente de la mienne. Nous à notre époque, on nous a souvent demandé de baisser le front, de faire profil bas, d'entrer dans un moule finalement. Surtout en tant que femme. Et surtout effectivement en tant que femme, encore plus, c'était la double peine. Ouais. Mais là, on est face à une génération qui justement n'attend pas en fait d'être autorisée à prendre. Elle va prendre ce qui lui revient tout simplement, et c'est hyper jouissif de voir ça parce que c'est très libérateur. Et cette génération, je pense qu'elle va vraiment faire bouger les choses parce qu'elle est extrêmement exigeante sur toutes ces questions-là justement de déconstruction des normes pour arriver à une société plus égalitaire. Ouais, je suis assez d'accord. C'est assez, on peut garder cet optimisme-là quand on voit cette nouvelle génération qui tape du poing sur la table, quoi. Donc, on arrive aux questions rituelles de fin. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi ? Je pense à entraide. Je pense à solidarité féminine. Je pense à puissance aussi. Ouais. Ok. Et quand tu entends le mot écoféminisme ? Alors, c'est pas une notion à laquelle j'étais vraiment familière jusqu'à ce que Sandrine Rousseau soit mise comme ça sous le coup sous les projecteurs lors de la campagne en fait pour porter le projet des Verts à la présidence. Ça me parle parce qu'il s'agit de domination et qu'on peut croiser effectivement les dominations, et c'est une notion intéressante. Okay. À creuser. À creuser, très bien. Et alors, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Mes modèles, ils sont surtout littéraires, en fait. Je pense à Toni Morrison, l'écrivaine américaine, afro-américaine. Tout à l'heure, on a parlé, je crois que c'était au début de la conversation, de la manière dont on peut se construire quand on manque justement de modèles. Et c'est une femme qui m'a vraiment accompagnée lors de mon adolescence. Et j'ai trouvé dans ses œuvres des réponses justement à qui est-ce qu'on pouvait être, comment est-ce qu'on pouvait se porter dans ce monde. Elle m'a apporté beaucoup de réponses. C'est le cas également de James Baldwin, l'auteur aussi afro-américain, que j'ai énormément lu aussi durant ma jeunesse et dont la liberté de penser m'enthousiasmait énormément. C'est très beau modèle. Écoute, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci à toi, Chloé. Merci à Inès d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son.
Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.